Ok, alors on est parti. Bonjour à tous. Je m'appelle Thibaut Bonnefoy. Aujourd'hui, on va voir un petit peu d'email marketing, notamment parce que sur une précédente boîte, j'ai fait de l'email marketing et on a réussi à avoir une croissance de 5,5% par semaine pendant 6 mois d'affilée suite à quelques emails qu'on a pu envoyer. Donc aujourd'hui, on va voir quelques basiques pour faire une bonne campagne d'emailing. Et on va voir 3 choses. Tout d'abord, comment construire sa mailing list. Ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, mais on ne peut pas passer à côté. Comment structurer son email. Et on va voir quelques conseils et bonnes pratiques. L'objectif aujourd'hui étant d'avoir un email qui soit ouvert, lu et cliqué. Alors, comment construire sa mailing list? La première solution pour pouvoir récupérer facilement des emails, c'est des solutions légales, c'est-à-dire que vous pouvez aller faire des salons, des conférences. À la fin, ici, vous pouvez vous échanger, même si je pense que certains d'entre vous se connaissent déjà, des cartes de visite lorsque vous tombez sur une personne que vous considérez comme étant votre cible. Une fois que vous avez récupéré sa carte, le premier point et le point vraiment important là-dessus, c'est de pouvoir échanger avec cette personne-là pour qu'elle se souvienne au moins un minimum de vous. Vous verrez après, je bannis complètement ce qu'on appelle le cold emailing, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire d'email à froid. N'envoyez jamais un email à une personne qui ne vous connaît pas ou qui n'a jamais entendu parler de vous. Ça ne servira à rien. L'email va tomber dans les spams. Vous allez avoir des problèmes de serveur après, ça va être l'horreur. N'envoyez pas d'email à une personne qui n'a jamais entendu parler de vous. Donc, vous pouvez aller dans les salons, dans les conférences, échanger avec des personnes, prendre une carte de visite. Ça, c'est vraiment intéressant parce que dans la journée, on peut renvoyer un email à cette personne-là. Elle aura déjà au moins reçu une première fois une communication et elle se souviendra potentiellement de nous. Une autre solution légale, c'est de faire de la publicité sur Internet via du contenu. C'est ce qu'on appelle le content marketing. Un contenu qui va être hyper intéressant pour votre cible. Si aujourd'hui je suis une agence de web marketing et que j'essaie de vendre une prestation d'email marketing, je vais faire un blog post énorme sur comment réussir sa campagne d'emailing, comment avoir un taux de conversion énorme sur mes abonnés pour qu'ils deviennent mes clients. Je mets une publicité par exemple sur votre feed Facebook et la personne va arriver, elle va cliquer sur la publicité, elle revient sur mon blog post et à ce moment-là, je lui demande son adresse email pour pouvoir avoir plus d'infos sur mon activité, sur ce que je fais. Là, j'ai collecté une adresse email hyper intéressante. Je vais vous montrer une petite vidéo de ce que je vous ai présenté là, de ce que je vous ai décrit. Donc, ce qui se passe, c'est une personne qui était sur Facebook. Sur Facebook, elle a vu une publicité, elle a cliqué sur la publicité, elle se balade sur le site qui vend le produit ou le service et au moment où elle part, on lui propose une sorte de livre blanc sur un contenu qui va l'intéresser. Et donc là, la personne, tout ce qu'elle a envie de faire, c'est de pouvoir rentrer son adresse email. Si jamais elle rentre son adresse email, vous êtes vraiment sur une personne cible. Une personne qui va être intéressée par votre contenu et donc qui derrière pourrait être intéressée par votre produit ou votre service. Et ça marche très très bien pour collecter de l'adresse email. Donc, tant que les gens ne vous dénoncent pas, il y a d'autres solutions hyper intéressantes. Notamment le scrapping email. Le scrapping email, c'est-à-dire qu'il existe des robots qui permettent de passer sur Internet pour aller récupérer des adresses email de gens qui seraient dans votre cible pour les ajouter dans une base. Alors je vous ai dit tout à l'heure, on ne fait pas de cold emailing, donc n'envoyez pas un mail directement à ces personnes-là. Mais une fois que vous avez cette base-là, il existe sur Facebook des systèmes pour pouvoir faire de la publicité et cibler soit uniquement ces personnes-là, soit cibler des personnes qui ressemblent à ces personnes-là. Donc une fois que vous avez votre première base, en fait, vous pouvez quand même réussir à interagir de manière beaucoup moins intrusive avec ces personnes-là grâce à Facebook. Ça, c'est un autre point, on ne va pas en parler aujourd'hui. Sachez juste, ça existe. Là où je vais insister, c'est sur LinkedIn. On ne le sait pas assez, c'est tant mieux, comme ça on en profite encore un petit peu pour ceux qui connaissent l'astuce. Mais LinkedIn permet d'exporter les contacts avec qui nous sommes en relation. Et dans cet export, magie, il y a l'email de votre contact. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire de l'email à ces personnes-là, parce que ces personnes-là ont déjà entendu parler de vous au moins une fois, puisque vous êtes rentré en relation avec elles. Ce que je vous invite à faire là-dessus, c'est à passer du temps
à prendre contact avec des personnes qui sont dans votre cible sur LinkedIn pour pouvoir après derrière échanger avec elles, avoir votre première base d'email. Donc pour pouvoir exporter sur LinkedIn ces contacts, c'est assez simple. Vous allez sur Google, vous tapez Export Contact LinkedIn. Soit vous avez un premier lien qui vous amène directement vers la bonne page qui vous permet de cliquer sur le bouton d'export. Soit après, vous avez le processus qui est indiqué qu'il faut suivre. Il y a pas mal de cheminement pour arriver au bout. Ça a changé il n'y a pas très longtemps, donc vous pouvez aussi tomber encore sur des tutoriels qui vous amèneront nulle part parce que le processus a changé. Donc recherchez d'autres tutoriels. Mais globalement, c'est vraiment le premier point hyper intéressant pour pouvoir construire rapidement sa base d'emailing de prospects que vous voulez suivre. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà une base d'emailing où il y a déjà des gens qui ont en tête des cibles avec les adresses email quelque part sur leur ordinateur et vous savez déjà à qui vous voulez adresser vos emails? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, mais il y en a quand même qui n'ont pas encore forcément leur base, donc c'était un point intéressant. On va passer à la structure de l'email et on fera une petite pause un petit peu plus tard. J'ai une question. Oui. Parce qu'en fait, généralement, on nous dit qu'il faut acheter des fichiers, chambre de commerce, chambre de métier, toutes les bases de données qui existent. Donc ça, c'est déconseillé en fait. Je le déconseille très fortement. Très fortement. Les bases qui sont vendues sont la plupart vieilles de je ne sais combien de temps, elles sont jamais mises à jour. Elles ne sont pas mises à jour, ces bases-là, elles sont vieilles. Et ces personnes, tant qu'elles n'ont jamais entendu parler de vous, en fait, ça devient très intrusif et elles ne vont pas répondre à vos emails. La manière de faire du cold emailing est tellement spécifique qu'il faut le bannir. Aujourd'hui, bannissez-le. Ces bases-là, elles peuvent être hyper intéressantes pour pouvoir comprendre qui est autour de vous, quelles sont les entreprises derrière, pour ensuite aller voir sur LinkedIn quels sont les employés de cette entreprise, vous connecter à ces personnes-là et ensuite pouvoir soit lui envoyer ce qu'on appelle les emails, donc envoyer directement un message sur LinkedIn, soit après exporter votre base et faire du shooting là-dessus. Et c'est parce que la CCI veut gagner un petit peu d'argent qu'elle vend ses bases aussi, c'est normal. N'hésitez pas à m'arrêter si jamais vous avez des questions. Ok, on passe à la structure de l'email. Un email, l'objectif tout simple de votre email, c'est qu'il soit ouvert lorsque vous l'envoyez, qu'il soit lu et qu'il soit cliqué. Parce qu'une fois que le mail est ouvert et qu'il est lu, il faut que la personne elle fasse une action, qu'elle vous appelle, qu'elle réponde, qu'elle suive un lien. Là, typiquement, ce que je vais expliquer, c'est comment faire en sorte que le visiteur suive un lien pour qu'il tombe sur une page spécifique de votre site, par exemple. Au moment où vous allez construire votre email, vous avez 4 questions pertinentes et intéressantes à vous poser pour vous assurer que la personne qui va recevoir le mail voit tout son intérêt dans l'email que vous lui envoyez. Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que vous envoyez ce mail maintenant? Pourquoi on est vendredi? Il est 10h. Pourquoi est-ce qu'on va envoyer ce mail un vendredi à 10h et pas un lundi à midi? Cette question est hyper importante. La réponse peut être toute simple. C'est parce que je suis un e-commerçant, que je fais une promotion et que la promotion, elle dure que jusqu'à dimanche. Dans ce cas-là, je justifie mon mail par maintenant parce que ma promotion elle va jusqu'à dimanche. Qui cela concerne? Il faut bien que vous ayez en tête la cible de votre mail. Si jamais vous vendez une prestation de service auprès des entreprises et que vous visez que les TPE, ben vous visez le chef d'entreprise. Il faut bien avoir en tête la personne exacte dans l'entreprise que vous visez ou la personne en B2C, donc quand vous vendez un produit au grand public, quelle est la personne exacte. Je reprends mon exemple du e-commerçant. J'ai un e-commerçant qui vend des couches Pampers, ben on va cibler plutôt les femmes qui sont avec un enfant en bas âge. On peut aussi viser les hommes, mais je peux vous montrer les stats à l'heure actuelle. On a beaucoup plus de mails qui s'ouvrent quand on vise les femmes que quand on vise les hommes sur ce domaine-là. Je dis pas que c'est normal, hein. Moi, j'ai un bébé et je m'en occupe aussi. Mais ça marche beaucoup mieux quand on cible les femmes qui ont un enfant en bas âge, si après l'enfant est plus grand, on s'en fout, et qui est en France. Parce que si l'enfant est aux États-Unis, aujourd'hui notre business, ça ne nous intéresse pas, on ne fait pas l'export de ce produit-là là-bas avec notre boutique. Pourquoi cette personne se soucierait-elle de l'email que vous lui envoyez?
peut-être que vous envoyez un email qui a vocation d'augmenter le chiffre d'affaires de votre client. Et donc, vous envoyez un email qui indique que vous allez augmenter de 34% son chiffre d'affaires sur le mois d'avril. Donc là, déjà, la personne, elle peut se dire, bon, ok, je comprends, cette personne va essayer de m'aider à augmenter mon chiffre d'affaires parce que c'est une problématique que la personne rencontre. Alors, cette problématique est bien trop vaste. Je vous conseille de donner des problématiques beaucoup plus ciblées. Et ensuite, si je vous annonce que je peux augmenter 34% votre chiffre d'affaires, je suis sûr que le mail passe quand même à la poubelle. Dernier point, comment est-ce que je peux vous prouver que je vais effectivement augmenter le chiffre d'affaires de 34% sur le mois d'avril? Et là, le principe étant de pouvoir parler des personnes à qui vous avez déjà augmenté le chiffre d'affaires de manière impressionnante. En fait, un point important sur les activités que vous avez, c'est que vous vendez plusieurs choses. Vous vendez certainement plusieurs packs de services, plusieurs produits différents. Et lorsque on essaie de se présenter par email, je fais la même erreur là-dessus, c'est que j'essaie de présenter l'intégralité de mes packs, de mes services à mes clients parce que lorsque j'essaie de dire aux gens que je peux les aider sur l'email marketing, c'est hyper intéressant, mais je sais aussi que je peux faire du suivi de Facebook, je peux aussi vous augmenter votre taux de conversion sur votre site, je peux aussi faire du suivi e-commerce. Et là-dedans, tu te dis, si jamais la personne elle a la problématique numéro 3 et que moi je lui présente que la problématique numéro 1 dans mon email, ça passe complètement à la trappe. Problème, si je fais ça, j'envoie 10 000 problématiques à la personne, elle reçoit un email et en fait, elle ne lit absolument rien du tout et c'est contre-productif. Donc le but, et là-dessus, pour répondre à Laurence, c'est de se concentrer sur une seule problématique, quitte à passer à côté de ce que vous êtes capable de faire derrière pour pouvoir vendre. Exemple, on est enfermé dans cette pièce. La serrure est cassée. Mince! On prend notre téléphone et on cherche un serrurier. On oublie l'autre part qui est là-bas. On voit des publicités qui s'affichent sur Google. Serrurier, plombier, électricien, numéro de téléphone. Deuxième, serrurier, disponible toute la semaine, numéro de téléphone. Le troisième, serrurier d'urgence, j'arrive en 30 minutes, numéro de téléphone. Alors lui, il répond à 100% de notre problématique et en fait, on appuie sur le troisième. La personne arrive, elle défonce la porte, elle casse la vitre qui est à côté là-bas sans faire exprès. Elle nous dit, je suis désolé pour la vitre, je suis aussi vitrier. Hop. Ça, il en a fait exprès. Non, faut imaginer qu'elle n'a pas fait exprès. Non, mais la personne, une fois qu'elle a rentré, une fois qu'elle est rentrée en contact avec vous une première fois, qu'elle vous a montré la valeur de son produit, la valeur de ce qu'elle est capable de faire sur la réparation de la porte, elle nous a sauvés, elle nous a ouvert la porte. Et à ce moment-là, on est prête à l'écouter, et c'est à ce moment-là où elle peut nous expliquer qu'elle a beaucoup d'autres choses à présenter. C'est pour ça que lorsqu'on va se présenter par email, il faut dire qui cela concerne en fonction de la problématique que vous allez sélectionner et que vous voulez viser pour pouvoir vendre votre prestation. Vous voulez vendre quelque chose de vraiment particulier, généralement c'est une personne particulière et peut-être que le service qui est à côté, il concerne une autre personne. Même s'il concerne la même personne, même si c'est des options supplémentaires que vous pensez être vraiment intéressantes parce que cette personne-là elle aura probablement besoin de tout, non, le but de notre email, le but ici, c'est de vous montrer qu'à la fin de cet email-là, on ne va pas vendre. On ne va rien vendre du tout à la fin de notre emailing. À la fin de notre emailing, on va rentrer en contact et on va pouvoir commencer à échanger par email avec la personne. Et à partir de là, tout est gagné. Est-ce que ça répond à ta question? Ok. Il y a que moi qui parle. On rentre un petit peu plus dans la partie comment est-ce qu'un email, on peut faire en sorte qu'il soit ouvert. Alors, avant d'ouvrir votre email, vous avez dû remarquer, chez vous aussi, que vous avez différentes choses qui s'affichent dans votre mail et qui sont hyper importantes. Vous avez le nom de l'émetteur, vous avez l'objet de votre mail, et après vous avez le texte de prévisualisation. Est-ce que ça parle à tout le monde? Okay. Le nom de l'émetteur, ça vous
Vous me dites, bah oui, je mets le nom de ma marque, quelque chose comme ça, peu importe. Non, pas peu importe. En fait, c'est très très intéressant. Aujourd'hui, mon activité s'appelle Growth Family. Personnellement, personne ne connaît mon nom de la boîte. Par contre, mes contacts LinkedIn me connaissent, Thibaut, ils savent qui je suis. Donc, au nom de l'émetteur, quand je fais quelque chose pour ma base d'export LinkedIn, généralement, je mets plutôt Thibaut. Ça se règle après dans des outils type Mailchimp. Ce n'est pas le sujet de la conférence. On pourra en discuter plus tard. L'objet du mail, il vient ici. Et cet objet-là, je vous donnerai quelques conseils derrière, mais il faut qu'il puisse être pertinent, il faut donner l'envie à la personne d'ouvrir le mail. Ce que les gens oublient, en fait, c'est cette partie prévisualisation. Si vous n'avez pas un outil qui vous permet de mettre un texte preview, en fait, ce qui va se passer, c'est que le texte qui va s'afficher ici, c'est le début de votre email. Et si jamais vous utilisez un outil que vous ne le paramétrez pas, généralement, ici, c'est écrit pour voir cet email correctement dans votre navigateur, cliquez ici. Et en fait, c'est un espace énorme qui est perdu, alors qu'on aurait pu l'utiliser pour inciter la personne à ouvrir votre email. On peut mettre vraiment des choses en avant. Alors pourquoi j'ai ciblé cet email? C'est tout simplement parce que je suis allé sur Fiverr il y a 24 heures. J'ai reçu un autre email derrière. Je suis allé voir en fait des logos animés. Je voulais faire un truc pour que mon logo bouge un peu sur la vidéo. Ouais. Et 24 heures plus tard, je reçois cet email-là. Fiverr. Je sais qui c'est, je suis allé dessus. C'est une marque connue dans le marketing, donc on sait qui c'est. Logo pour vous. Ben ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de regarder. Et surtout, il m'indique ici, ce qui fait que ce mail-là, après, je l'ai ouvert. Des logos donc pour vous, recommandations basées sur votre précédente navigation sur notre site. Bah ouais, c'est parfait. Moi, je suis allé sur le site, j'ai vu plein de choses et là ils m'ont fait un condensé, ils m'ont peut-être mis en plus des éléments que je n'avais pas vus. C'est parfait, je vais ouvrir le mail. Est-ce que vous êtes en forme ou est-ce que vous voulez faire une pause? Moi j'ai besoin de café. Dans ce cas-là, on peut faire une pause et après on va passer vraiment dans le corps du sujet qui va être la structure du mail. C'est-à-dire une fois que le mail il est là, on a vu comment faire en sorte que le mail puisse être ouvert. Une fois que le mail il est ouvert, on va regarder comment est-ce qu'on va le structurer pour que les gens puissent le lire jusqu'au bout. Et après, on va regarder comment est-ce qu'il se cliquer. Qu'est-ce qui est pertinent? Est-ce que je peux mettre, je sais pas... Présentation, c'est pas là, trop large? Atelier marketing. Tout dépend du message. Si c'est une newsletter, tu mets une newsletter. Quoi mettre dans l'objet de son mail? C'est une question très très vaste, effectivement. Et ça va dépendre de ce que vous faites comme type d'emailing. Est-ce que c'est une newsletter? Est-ce que c'est un premier shoot emailing que vous faites à une base qui ne vous connaît pas? Et là, ça va vraiment dépendre. Est-ce que ça s'est fait? Non. Voilà, c'est une question basique. Non, mais... Voilà. En fait, il vaut mieux remonter et se reposer la question pourquoi cette personne s'en soucierait-elle? Elle va bien dans la partie objet. Pourquoi est-ce que la personne va être intéressée par cet emailing? Parce que l'objet il est très court quand même. L'objet est très court, on verra dans les conseils. Après, c'est 10 mots maximum. Elle est sur quoi ta présentation? Mais par exemple, tu contactes des gens que tu as vus sur un salon, concrètement, tu récupères un carte de visite, et derrière, tu voudrais, par exemple, généralement dans la pause, on dit, il faut envoyer, par exemple, envoyer des plaquettes de présentation de ce que vous faites. Exact. Là, on n'est pas dans le même sujet. Un emailing, c'est quelque chose en masse. Alors, si tu t'adresses à cette personne-là, c'est aussi les Mais non, c'est ça, tu l'as ciblé avant, là, dans le cadre. les deux. Bon, là, je parle des deux. De l'emailing en masse et de l'emailing particulier, parce que ce qui est intéressant dans l'emailing particulier là, et que tu rencontres quelqu'un dans un salon, tu récupères la carte et tu peux lui envoyer un email, c'est que tu es sûr que ton taux d'ouverture va être proche des 100%. Sur ton emailing en masse, tu vas avoir un taux d'ouverture beaucoup plus faible. Et donc les deux sont valables, et tout ce que je vais dire là sont valables pour ces deux éléments. Et il faut quand même faire ce travail-là. Je ne sais pas si c'est très très intéressant ce que j'allais dire, et du coup je viens de perdre le fil exact de tout ce qui était avant. Non, ça vaut pour les deux. Je rebondis sur ce que tu disais, Laurence. Une des techniques là-dessus, quand tu vas sur un salon et que tu vas voir une personne, ça serait de réussir à lui poser une question sur son business
Ou une question plus globale. Bah tiens, j'ai vu que vous aviez une super croissance, moi je suis une petite boîte. Dites-moi le premier emailing, le premier objet que vous avez mis dans votre email, c'était quoi? Tiens, vous en souvenez pas? Je vais vous envoyer un email, est-ce que vous pourriez me répondre à cette question-là plus tard? En fait, le but là-dedans, c'est vraiment pas de vendre quoi que ce soit, c'est de inciter à l'interaction et de rentrer en communication avec la personne. Et donc là-dedans, ce que j'avais l'habitude de faire, parce que ça marchait bien aussi, c'était de reprendre le nom du salon auquel j'avais rencontré la personne là pour lui dire voilà, je vous ai rencontré tel jour à tel endroit et j'avais une question. Tac. Et puis après, la personne elle va voir le mail plus facilement. Et le but d'un email particulier qu'on va envoyer là, comme le but d'un email en masse, ça va être le même. Ça va être de rentrer, d'avoir une interaction là-dessus. Il vaut mieux avoir 100 emails, mais vous connaissez les gens propres que 10 000 emails que vous avez achetés, parce que ça ne servira à rien. De toute façon, qu'est-ce qu'on ferait de 10 000 clients dans tous les cas? Non, mais les taux de transfo sont minuscules. Pour dire. Il y a un pourcentage à peu près? On sait à peu près? Moins de 7%. En, Moins de 7%, je crois. Sur 10 000, t'en as moins de 5. Ça dépend, en général, c'est quoi? C'est 3%? Ouais, ça dépend de la base. Tu auras. Alors sur une campagne d'emailing, j'essaie de retrouver les chiffres pour les avoir en tête. Spécifique sur un export LinkedIn, on peut espérer avoir un taux d'ouverture supérieur à 50%, être plutôt autour des 60%. C'est juste l'ouverture. Et ensuite un taux de clic à plus de 20%. Donc ça élimine déjà pas mal de gens. Donc ouais. Sur LinkedIn, on peut mettre que un nom propre, pas mettre un nom de structure. Si, tu peux avoir ta page entreprise. Tu peux avoir une page entreprise. Tu peux pas après télécharger l'email de l'entreprise, mais par contre tu peux avoir une page entreprise et du coup il y a des gens qui sont reliés à cette page entreprise parce que ce sont les salariés de cette entreprise-là. Et si jamais tu veux vendre à cette entreprise directement, ben, c'est hyper intéressant de regarder quels sont les salariés qui sont liés dessus pour essayer de se connecter à ces salariés. Par contre, on ne peut pas y faire de commerce, il y a un code de déontologie qui vient de passer aujourd'hui. On ne peut pas faire d'offres, par exemple. Vous ne pouvez pas utiliser la boîte email de LinkedIn pour faire un emailing, parce qu'il y a une boîte email dans LinkedIn, on ne peut pas l'utiliser et dire voilà, j'ai un super produit à 15,95 €, ça passe. Alors ça, donc cette réglementation LinkedIn qui interdit de faire de la publicité, de pousser du produit à travers l'email, elle est là parce qu'il y a eu énormément ces derniers mois de gens qui ont fait beaucoup de connexions avec des gens et qui après poussaient des messages sur les emails, donc c'est les mails internes à LinkedIn, pour pousser les produits. Mais de manière très agressive, un petit peu comme ce qu'on peut faire via de l'email quand on essaie tout de suite de vendre son produit sans interagir avec la personne. Et ça a créé un cafouillage énorme et donc LinkedIn après bloque cette pratique-là, notamment parce qu'ils vendent après des systèmes de mails suggérés et en fait qui nous permettent là de pousser du produit à ce niveau-là. Ouais. Mais pareil, même quand on fait de la pub sur LinkedIn, le but étant de ne pas mettre tout de suite en avant son produit, mais plutôt de mettre en avant des avantages, de mettre en avant quelque chose que la personne va apprendre, qui va être intéressant, pertinent, et qui va lui donner envie de venir voir votre activité. Le but, c'est pas de lui dire je fais des piscines, c'est de lui dire que la construction d'une piscine, ça peut prendre 3 mois et on peut la faire toute seule, et ou alors on peut réduire le prix. Enfin, il faut trouver des sujets qui vont intéresser cette personne-là sans tout de suite parler de ce qu'on vend. En fait, non, c'est pas compliqué, dans le sens où si... La nuance, elle est assez réduite, quoi. Alors, Le but, c'est quand même, à la fin, de vendre un produit, on est d'accord. le but, à la fin, c'est de vendre un produit. On est dans un bar, je rentre, j'arrive, je dis « Veux-tu m'épouser ?» Qu'est-ce qui se passe? On ne connaît pas, tu pars au Japon dans un mois. Qu'est-ce qui se passe? Allez, oui, merde. Ah, merde, ça va. La hiérarchie de la communication que vous pouvez avoir dans vos emails est exactement la même que sur des relations physiques, sauf qu'on l'oublie trop. C'est-à-dire qu'il faut venir, ah bah tiens, bonjour, je m'appelle Thibaut. Ah, voilà. Tiens, j'aime beaucoup tes lunettes. Merci, j'aime beaucoup ton écharpe.
ça. Merci. Paf, au revoir, je pars. Et c'est le lendemain. Ah, hé, t'es la dame aux lunettes. Je peux te payer une bière. Et on rentre dans une relation bien plus grande qui fait qu'à la fin, on crée autre chose que d'envoyer un email où on va lui demander directement à vendre. Et en fait, c'est ça qu'il faut créer. Et pour sortir et se dire c'est pas compliqué, c'est qu'il faut reprendre cette relation existante et essayer de la retransposer sur l'emailing. À part que c'est difficile parce que c'est vrai que là il y a quand même il y a le physique qui joue quoi. Que l'email c'est quand même Ouais, mais impersonnel en fait, c'est derrière un ordinateur quoi. c'est plus impersonnel. Le but étant d'être le plus empathique possible pour pouvoir poser une question à la personne. Alors là, on rentre plus, je dirais, peut-être dans de la manipulation derrière, mais je ne vais pas venir en vous expliquant tous les avantages de ma solution, je vais plutôt venir en vous posant une question sur votre activité. Ah bah tiens, c'est super, j'ai vu que tu avais encore gagné un nouveau client. Ça m'intéresse, comment tu as fait? Et on rentre dans une discussion. Ah ouais, tiens, moi la dernière fois j'ai fait de l'emailing, ça a super bien marché, tu veux que je te montre comment on fait? Ouais, alors je te montre, mais maintenant pour aller plus loin, il faut payer. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Et c'est vraiment ça que je vais vous apporter aujourd'hui. Vous avez une structure d'email là qui fonctionne hyper bien, c'est des bases, vraiment, je vous donne des bases. Mais la base de la base de la base, c'est que dans le premier email que vous envoyez, il ne faut pas chercher à vendre, parce que vous n'arriverez jamais à vendre avec un seul email. C'est mort. Sauf que c'est hyper difficile de rester naturel quand on fait un email professionnel. On a vite tendance à... Je parlais dans le cas de rentrer en relation sur le marché. Oui, dans le bar. C'est très difficile. C'est très difficile, il faut se forcer. Et ce qui est bien, c'est qu'il faut vraiment se poser ces questions-là. On va en voir 4 autres là, mais ces questions-là, ça nous permet vraiment de se recentrer sur le message qu'on veut faire passer. Pourquoi est-ce que la personne, elle se soucierait du message qu'on lui envoie? Vraiment, ces questions sont hyper importantes. Donc, structure d'un email. Un email performant, aujourd'hui, ça va être composé d'une introduction, un corps de texte, une conclusion, un PS. Le PS, en fait, c'est très marrant parce qu'il y a très peu de gens qui l'utilisent et pourtant, le PS est très souvent lu. Très souvent lu. Post-scriptum. C'est en dessous du... En espagnol, c'est beaucoup pour ça. Ouais. Comment on concilie le fait de faire une intro, c'est-à-dire qu'on part sur une structure troublée, intro, corps de texte, etc., et la partie qui sera lue, la partie qu'on appelle le corps de message, celle qu'on voit dans le mail. La prévisualisation. La prévisualisation. En fait, l'introduction... Ouais, Une intro qui est quelque chose de doux. c'est très compliqué. Ah, c'est extrêmement compliqué. Ouais. C'est très compliqué parce que le bonjour qu'on va mettre au début et la première phrase qui est notre introduction va effectivement apparaître dans le texte de prévisualisation. Dans l'intro, c'est le début de l'intro. C'est exactement ça. C'est très compliqué. Maintenant, le plus simple, c'est d'utiliser un logiciel, mais là, c'est vraiment quand on fait du shooting plus newsletter, d'utiliser un logiciel type Mailchimp qui permet de différencier notre introduction du texte de prévisualisation et qui nous permet d'avoir, là, typiquement, ce qui est écrit ici, c'est pas ce qui va être écrit dans le début de mon mail. Ouais, ils ont différencié ça, c'est beaucoup plus simple. C'est ce que tu as configuré avant. Ouais. Mais pour répondre un petit peu plus, ça répond à la question. Il y avait une autre question. Ça me paraît assez difficile. C'est très difficile. Et en fait, on va utiliser 4 forces de persuasion qui vont nous aider là-dessus. C'est d'utiliser dans l'introduction plutôt la curiosité, mettre une phrase qui va pousser la personne en fait à continuer à lire la suite du mail. Et à partir de ce moment-là, en travaillant de cette manière, on va s'assurer que si ce bout de texte apparaît dans notre prévisualisation, eh ben, ça va éveiller la curiosité de la personne qui va vouloir avoir envie d'aller plus loin. Donc d'ouvrir le mail ou de lire la suite du mail une fois qu'il a ouvert le mail. Et, allez sur Google News, Google Actualité. Google Actualité. Il y a de plus en plus de titres d'articles de journalisme qui poussent. Moi, c'est bien ça. Mais justement, plus je les lis, plus je me dis, bon, cet article-là, je ne vais pas le lire parce que l'article, c'est le titre, ça ne correspond pas au contenu.
C'est un fake. Ah ouais, non, alors si le titre ne correspond pas au contenu, c'est que le journaliste n'est pas bon. Par contre, et on voit souvent des articles où il y a de jolies nanas qui sont mises en avant, on voit souvent des articles avec des titres très très accrocheurs. Statistiquement, ça fonctionne. Et ça fonctionne extrêmement bien. Sur la gente féminine. Je dis pas qu'il faut mettre des jolies photos de nanas de partout et tout ça. Non, par contre, il faut... Quand je vois un titre très accrocheur, je me dis je vais être déçu quand je vais lire l'article. Exactement. Mais alors là, c'est que l'article est mal écrit. Et le but là-dedans, pour que la personne, une fois qu'elle a lu l'article, parce que il faut qu'elle se souvienne de vous, en positif. Si l'article est mal écrit, c'est mort. Ça m'énerve. J'ai l'impression de me faire avoir. Ah ouais, mais c'est que l'article après est peut-être mal écrit. On aurait pu faire une conf sur les 5 points indispensables à retenir de l'emailing pour avoir un emailing qui transforme à 30%, peu importe, quelque chose qui va vous apporter quelque chose. Si je ne vous donne pas les clés derrière et si les 5 points ne sont pas pertinents, vous allez sortir de là en disant bon, c'est bien, j'ai perdu ma matinée, au revoir. C'est rébarbatif, hein, de toute façon. Si c'est trop concentré, s'il y a trop d'écriture, en fait, il vaut mieux avoir quelques boulettes, enfin, quelques lignes, des bullet points, là, Ouais. clac, clac, et être synthétique. En tout cas, on ne lit pas. Hein. Soyez synthétique. Espacez vos phrases, ne mettez pas de gros paragraphes. Vraiment, Petit caractère. maintenant, et ça marche très très bien sur les blogs, les gens ils font une phrase, un espace. Vraiment, ils sautent une ligne. C'est pas ils mettent les deux phrases l'une à côté de l'autre, elles sont espacées. Une autre phrase, un mot, une autre phrase. Et ça n'épuise pas la personne qui va lire et ça va être plus facile pour descendre. Alors, je cherche des exemples de curiosité, mais c'est vrai que c'est très très compliqué. Et Google Actualité donne des exemples plutôt pas mal. Là, dernièrement, il y avait une actualité sur un maire qui a pris un fusil, qui a tiré sur un chat, et la balle est partie, elle atterrit dans la tête. En fait, l'article était coupé à un moment, le titre était coupé, et en fait, ça donnait juste envie de cliquer pour aller voir la suite. Une fois que la personne elle a vu la suite, en fait, il faut continuer pour qu'elle puisse continuer à lire la suite. Mais si on a réussi à lui faire ouvrir le mail et que derrière, elle n'a pas cliqué, déjà, grande victoire, on a réussi à lui faire ouvrir le mail. Maintenant, on va pouvoir continuer à travailler nos prochaines emailings pour s'assurer que la personne va lire et cliquer. Et donc, on va le faire étape par étape. Donc, il y a 4 forces de persuasion intéressantes à utiliser dans l'emailing, la curiosité. Allez voir sur Google Actualité pour avoir quelques exemples. Le bénéfice, c'est tout simplement les avantages de votre solution. L'urgence, la promo finie dans 48 heures. Et la preuve de résultat, j'ai 2000 nouveaux clients en janvier. Preuve de résultat. À ne pas confondre parce que je crois que la tournure de phrase est un petit peu différente après. C'est pas une preuve sociale. Le but n'est pas de montrer qu'on a 4000 fans sur Facebook et 2000 sur Twitter. Les gens s'en moquent royalement. Mais alors, royalement. Le but, c'est de pouvoir montrer qu'on a des nouveaux clients, de pouvoir montrer que Neymar a mis nos nouvelles chaussures. Voilà. Ouais, c'est des chaussures orthopédiques. Dans l'introduction, il vaut mieux utiliser la curiosité ou la preuve de résultat. Parce que ça va être réutilisé donc, potentiellement dans le preview text, ça va essayer d'inciter la personne à ouvrir le mail. Découvrez les nouvelles chaussures de Neymar à l'hôpital. Dans le corps du message, c'est vraiment là où on met les avantages de sa solution. Attention, je parle d'avantages. Bénéfices, avantages. Je ne parle pas de ce que fait votre solution. Concrètement, je m'en moque royalement de ce que fait votre solution, techniquement ou autre. Ces fonctionnalités, c'est pas mon problème. Moi j'ai un problème, je veux une solution. Cette solution, elle va arriver grâce aux avantages que vous apportez. J'ai essayé de trouver un exemple pour imager ça. Twitter, c'est une solution qui permet d'écrire des messages en 140 caractères et puis de les partager avec tout le monde.
Ça, c'est ce que fait Twitter. L'avantage de Twitter, c'est de pouvoir toucher directement 10 000 personnes dans l'heure et faire passer son message à 10 000 prospects potentiels. Voilà, faites passer votre message à 10 000 prospects potentiels. Très franchement, ça, Twitter pourrait le mettre, Facebook pourrait le mettre, n'importe qui pourrait le mettre. Mais c'est l'avantage de votre solution. C'est ça qu'il faut mettre dans le corps du mail. La conclusion, plutôt essayer de mettre peur, urgence, preuve. C'est là où j'ai marqué preuve sociale, en fait, c'est preuve de résultat. Donc la peur, la promo se termine dans 48 heures, sur l'urgence. Et un PS, où on va exploiter la même chose là-dessus. Urgence, peur, preuve sociale, je mets un exemple juste après. Ça sert à rien de lire l'email parce qu'il y a encore plein de choses en plus qui auraient pu être travaillées derrière. Plus on fait de travail et plus on se rend compte qu'il y a plein de trucs à améliorer derrière. C'est ça qui est bien. N'attendez pas d'avoir un email parfait avant de l'envoyer. On n'apprend pas de ses victoires, on apprend de ses échecs. Et des échecs, plus vous en aurez, plus vous apprendrez. Vous ne pouvez pas imaginer les milliers d'euros qu'on a pu mettre à la poubelle en se plantant sur des bêtises. Vous ne pouvez pas imaginer les bêtises qu'on a pu faire avant d'arriver là où on est arrivé avec notre précédente boîte. Une introduction, on va essayer d'amener plutôt de la curiosité. Donc là, c'est vraiment un typique d'un mail, d'un export LinkedIn pour une société B2B qui vend des standards téléphoniques. Et donc, on a essayé d'envoyer ça à toute sa liste. C'est là où on a eu un taux d'ouverture à plus de 50%, taux de clic à pratiquement 30%, donc c'était vraiment intéressant. Avec plusieurs liens où la personne va pouvoir cliquer si jamais elle ne descend pas plus bas du mail, bah tiens, curiosité, en fait, ce que vous utilisez à l'heure actuelle pour votre téléphonie d'entreprise, ça va disparaître. Okay. Voilà comment est-ce qu'on peut faire autrement. Voilà ce qu'on propose, les avantages de la téléphonie sur IP. Bah tiens, en fait, ça va disparaître, mais maintenant vous allez pouvoir avoir une solution qui vous coûtera moins cher et qui vous donnera plus de fonctionnalités. Vous pourrez faire du collaboratif, vous pourrez faire des conférences téléphoniques, c'est génial, vous allez voir. Preuve sociale. On parle d'un client qui a économisé 4 200 euros, 3 800 euros pardon, sur son année par rapport à un contrat de 5 000 euros. Et puis après, la peur en dessous, où il manque quand même une date de fin sur cette offre, mais en disant, bah, tiens, en ce moment, l'offre de ce téléphone-là est à 59 euros et pas à 129 euros, cliquez ici. Donc on a nos... Cette campagne qu'on avait fait pour Look. Oui. C'est vrai? Ouais. Ah. Fort intéressant, tiens, on peut en parler tout à l'heure. Oui, tout à fait. J'ai travaillé avec... Oh oui, je travaille avec toute la famille. Ils ont aussi, pour ceux qui ont des... je fais de la pub pour son frère. Donc pour ceux qui ont des machines Nespresso à la maison et qui aiment boire du bon café avec des capsules compatibles Nespresso, parce que Nespresso c'est peut-être trop cher, vous pouvez aller voir le site abonnementcafé.com qui permet de vendre des capsules compatibles Nespresso. On a vu comment la personne pouvait, en voyant notre email, l'ouvrir. On vient de passer en revue comment est-ce qu'on pouvait structurer son email pour qu'il puisse être lu du début à la fin. La curiosité va inciter la personne à aller lire en dessous. Et même maintenant, ce qu'on veut, c'est que la personne elle clique notre email pour être soit envoyée sur notre site web, soit qu'elle puisse nous répondre. Il faut vraiment l'inciter à faire une action. Toujours, toujours, toujours inciter le visiteur à faire une action pour aller plus loin. Un clic parfait. On peut utiliser 4 axes différents. On peut... Ça discute là-bas. Je vous vois. Moi encore. Ouais. J'ai rien dit. Ah, mais je le regarde. Ça s'appelle de la communication non verbale. Et non violente. C'est non violent, c'est l'essentiel, ouais. N'hésitez pas à me couper hein, si jamais vous avez des questions à discuter. Levez-vous pour aller prendre un café, enfin, n'hésitez pas. Soyez naturel. On n'est pas au McDo, mais soyez naturel. Donc, on peut poser une question axée sur le bénéfice. Comment structurer son email pour convertir ses abonnés en clients?
Cliquez ici pour le découvrir. C'est très 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 axé marketing. Ça peut vous dire, mais jamais moi je vais écrire un email où il y a un truc comme ça écrit dedans, quoi. Les gens ils voient ça venir à 100 000. C'est fou. Ouais, sauf que nous on a fini par y arriver et on a fini par le faire parce que ça marche. Vraiment, vraiment, ça marche. Et le reste est plus compliqué. Si jamais vous voulez juste dire, hey, rappelez-moi dans le courant de la semaine prochaine, les gens ne vous rappelleront jamais. Il faut vraiment les inciter d'une manière concrète à cliquer sur un bouton. Et ça, c'était pour poser une question axée sur le bénéfice. On peut faire le lien entre la preuve de résultat et votre produit. Notre solution booste votre conversion de 34%. Cliquez ici et je vous montre comment ça fonctionne. Et là, concrètement, il y a du clic. Il faut conduire ces lecteurs vers un oui, parce qu'à partir du moment où la personne a dit oui, c'est beaucoup plus simple pour lui faire faire autre chose derrière. Donc ça aussi, ça rentre dans les techniques de manipulation. Il y a un super livre qui s'appelle, je crois que c'est le guide des manipulations pour les honnêtes gens. J'ai un peu réduit le truc. Ça, c'est sympathique. Vous cherchez une pièce dans la rue, vous n'avez plus d'argent pour prendre le bus, puis vraiment, vous avez besoin d'une pièce. J'arrive et je vais voir quelqu'un, je dis excusez-moi, vous n'aurez pas une petite pièce? Non. Non. Vous n'aurez pas une petite pièce? Vous avez l'heure? Oui. Ah, merci. Il est quelle heure? Il est 11h moins 20. Ah, vous n'aurez pas une petite pièce? Pareil, en fait, on rentre dans cette relation au début, on crée la relation, mais après, faire en sorte que la personne dise un premier oui, ça aide énormément pour la suite de la conversation. Le yes 7. Pardon? Le yes 7. Le yes 7. Yes. Vous souhaitez générer plus de ventes via l'emailing? Bah oui, moi je veux générer plus de ventes via l'emailing. Ok, découvrez le guide, parfait, paf, et les gens cliquent. Et show the after, montrez-le après. Qu'est-ce que la personne va gagner après avoir utilisé votre service, votre produit? Bah, une fois que donc, les templates de newsletter que je propose sont téléchargés, vous n'aurez plus jamais à écrire un seul email. Fini! Parce que tout est déjà rédigé. Cliquez ici pour télécharger mes templates. Et là, voilà, show the after, montrez-le après, c'est vraiment ça. C'est montrer ce que vraiment le visiteur va gagner grâce à votre service. Et là aussi, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Ok, on passe à 8 conseils et bonnes pratiques. Est-ce que vous avez des questions d'abord sur la partie précédente? Petite chose à voir. Très bien. Ça va être rapide. Évitez les emails entre 8h, midi, 14h, 15h30. Pourquoi comme C'est les RH de la veille, les gens font autre chose. Les gens font autre chose et les stats nous montrent qu'à ces heures-là, on a moins de taux d'ouverture. C'est simple. On évite les mails entre 8h, midi, 14h et 15h30. Entre midi et 14h, on peut, ouais. Quelque chose qui fonctionne, qui a plus fonctionné, mais qui refonctionne, c'est mettre le nom du contact dans l'objet du mail. Bonjour Pierre, on s'est rencontrés au salon, j'ai une question, paf, objet du mail. Et là, la personne, elle se sent beaucoup plus ciblée par rapport à tous les mails publicitaires qu'on peut recevoir à côté. Ah, j'ai pas fini en fait ce que je disais juste avant. Pourquoi est-ce qu'on utiliserait Gmail plutôt que Mailchimp? Parce que quand on va utiliser Gmail, principalement, les mails vont tomber dans la boîte principale de notre contact. Si on utilise Mailchimp, le mail tombe pratiquement directement dans la partie promotion. Et donc, on a une visualisation de notre email qui est moindre. Donc, on aura un taux d'ouverture beaucoup moindre et l'impact sera moindre. Ouais. Sur ce sujet-là, c'est une préconisation. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais essayez d'avoir vraiment un nom de domaine de votre société. Vous ne pas envoyer des emails avec votre adresse perso. Oh oui, essayez d'avoir un nom de domaine de votre société et pas un nom de domaine autre ou de votre mail perso. Ça ne donne pas
l'image de crédibilité. Voilà. Exact, on perd. Le nom du contact, on n'est pas sur une campagne emailing, on est sur un mail unique. Alors là, on peut être sur un mail unique. Après, il existe dans Mailchimp, lorsqu'on va importer des contacts dans Mailchimp, on peut importer pas mal de choses, dont on peut même customiser ça. Mais on peut importer le nom, le prénom, un numéro de téléphone, un email, une adresse, autre. Et après, il existe des champs génériques qui vont automatiquement être remplacés. Et donc, on peut mettre bonjour. Et puis, ça va automatiquement le changer. C'est un formulaire. Ouais. Voilà, je pense que c'est plus dans le public postage, on peut récupérer les données. Exactement comme dans le public postage. Exactement, tout à fait. Maintenant, si jamais vous voulez aller en dehors des règles existantes sur Internet et vous voulez quand même faire du mass mailing, parce que vous vous dites que peut-être que je me trompe, vous avez récupéré une base de 10 000 emails quelque part. Il y a un truc hyper important à savoir, si jamais vous avez un nom de domaine qui est pulseo.fr, je vous conseille très fortement d'acheter un nom de domaine qui s'appellerait pulseo.io et de faire votre shooting email via ce nouveau nom de domaine. Parce que .io, il existe des .fr, .com, peu importe, il existe d'autres extensions, merci, de noms. Si jamais un jour vous faites des grosses campagnes d'emailing et que vous faites blacklister, même vos mails que vous envoyez à vos clients tomberont dans leur spam. Et là, ça commence à devenir un très gros problème pour votre business. Si jamais vous prenez un nom de domaine qui ressemble au vôtre, et qui d'ailleurs, dans les liens que vous mettez dans l'email, ramène sur votre nom de domaine, et que ce domaine-là se fait blacklister, vous ne pénaliserez pas votre business principal. Et vous aurez essayé une technique qui ne fonctionne pas et vous pourrez être convaincu qu'elle ne fonctionne pas. Je ne vais pas la convaincre, Joël. Ça dépend, parce que les extensions aujourd'hui, même le nom de domaine, c'est le nom de domaine principalement qui est identifié. Donc ça dépend. Là, je ne sais pas l'extension, mais je sais que le nom de domaine est quand même en ligne de mire. Un nom de domaine, un nom de domaine est lié à une extension. Un .fr et un .com, c'est deux noms de domaine différents. Techniquement, c'est comme ça. Et c'est bien. C'est très bien. Ouais, non, c'est vraiment super. Il faut vraiment avoir un nom de domaine, c'est hyper intéressant. Tu déposes comme extension, mais si tu veux, c'est comme par exemple par rapport à la protection. Si tu veux protéger ton nom de domaine, c'est le nom qu'il va falloir protéger. C'est pas le .fr, le .com, le machin, le truc. Réglementation différente. Ah, non, là, tu rentres dans une réglementation encore différente. C'est pas Alors, forcément non, ça c'est du légal, c'est différent. J'ai un master en intelligence économique, gestion d'innovation, et pour le coup, là-dessus, on a eu pas mal de cours sur la légalité de ces choses-là. Oui, tu peux déposer un nom, mais après, le nom de domaine, parce que je suis aussi ingénieur en réseau et télécommunications, donc au niveau du nom de domaine .fr, .com, c'est deux noms de domaine différents et ce n'est pas lié l'un à l'autre. Donc si jamais tu as un concurrent qui te prend le .io, .fr ou .un autre, si c'était vrai ce que tu dis, tu pourrais pourrir un concurrent en 2 secondes. Tu fais du mass mailing sur d'autres trucs et tu le bloques entièrement et ces serveurs sont pourris. Non, les serveurs sont différents sur les noms de domaine .fr et .com. En tout cas, il faut faire partir ces mails de serveurs différents aussi. Mais ça va pas avoir un impact l'un sur l'autre. Et c'est quoi le mieux à utiliser, le .com ou le .fr? Ça dépend de ce que tu veux faire. Ça dépend de ta vision de ton projet. J'ai un e-commerçant, il vend que en France, il s'appelle maisonlebeautés.fr. C'est très bien, .fr. Email positif le matin, négatif l'après-midi, on est toujours plus hey le matin et un petit peu plus ho l'après-midi. Donc envoyez des emails positifs le matin, je vais booster votre conversion tac le matin et l'après-midi, je vais vous empêcher de déprimer. En fait, on envoie des mails négatifs parce qu'il ne faut pas envoyer avant 15h30. Et oui. Ouais, j'ai mis 8h midi. C'est 8h 10h, pardon. Ouais, c'est pour ça. Petite erreur. Là, il y a une erreur. Ouais, là, il y a une erreur. Ouais, tu pourras même remarquer, il y avait une autre erreur avant. J'avais écrit performant et non performant, si tu veux relever. C'est bien, Jean-Baptiste, tu suis. Exactement, et heureusement que tu as suivi là-dessus. Ouais. 8h 10h. C'est 8h10. C'est 8h 10h. Ouais, ça change tout. On connaît l'ingénieur qui est très
Ah, c'était pas le Email négatif l'après-midi, c'était ok, positif le matin, on va l'ajuster, mais l'après-midi. C'est-à-dire que le ton de notre message doit être négatif. Non, on va avoir des réponses négatives. D'accord. C'est la Non, formulation si. du concept. Ouais, en fait, non, c'est la formulation de l'objet qui peut être plutôt négatif l'après-midi. On va plutôt apporter une info, comment dire, on va booster une conversion le matin et on va empêcher un business de s'écrouler l'après-midi. D'accord, ok. C'est dans ce sens-là. C'est la même chose mais dit différemment. Ouais, exact. Merci pour cette précision. Cela sous-entend que les mails sont les ensuite. Exact. Oui, parce que s'il est envoyé l'après-midi mais qu'il est lu le lendemain matin, C'est clair. Ah là, je pense que Questinov passe à la poubelle là. Soyez provocateur, pertinent, poussez à la controverse. Plus vous serez provocateur, plus vous aurez une réaction de la part de la personne en face. Ça vous permettra de rebondir parce que peut-être que la personne ne sera pas d'accord. Elle a le droit d'être pas d'accord. Vous pouvez justifier. Pertinent. Pourquoi pertinent? Parce que très souvent, on voit des super articles de blog sur lesquels on va cliquer, on arrive dedans et il n'y a aucune information à l'intérieur. Et là, on perd toute la valeur de ce qu'on fait. Il faut être très pertinent, très concis dans ce qu'on va mettre en place et mettre des vérités. Et pousser à la controverse. Pousser à la controverse. Il n'y a pas de gens qui font beaucoup d'emailing, mais on pourrait me dire « Ah, le call d'emailing, ça peut fonctionner. Le call d'emailing, ça peut fonctionner dans certaines manières. » Oui, mais aujourd'hui, punissez le call d'emailing. N'en faites pas, c'est tout. Utilisez des chiffres précis dans l'objet de votre mail. Ça aide à être plus... Les gens ont une meilleure vision de ça. Je n'ai pas fait gagner 23 000 euros à mon client, j'ai fait gagner 23 256 euros à mon client. On sent qu'il y a une précision dans la chose et donc Ça fait plus vrai chiffre. voilà, exactement, merci. Ça fait plus vrai chiffre. Ouais, ça sort de quelque part. Ouais. Ça a été calculé, ça sort d'un endroit précis puisque le chiffre est précis et je peux vous indiquer exactement comment est-ce que ces 23 456 euros de réduction ont été comment on a fait pour les avoir. Pas plus de 10 mots dans votre objet du mail parce que sinon après ça dépasse, c'est bien le bordel. Une incidence, une majuscule, majuscule. Je dirais pas non, parce que oui, il y en a une. Maintenant, les utiliser avec du caractère en uppercase tout le temps, les gens vont un peu... ça fait plus pub. Mais effectivement, des fois, quand tu mets des majuscules à chacun des premiers mots, ça fonctionne mieux que quand tu mets que du minuscule. Ouais. À pas utiliser tout le temps avec une majuscule tout le temps sur chacun des premiers mots, mais ouais, ça peut avoir une influence. Là-dedans, on rentre dans une partie où il y a des vérités qui changent. Donc il faut faire des tests. Et vous pouvez essayer une semaine un mail avec des majuscules, une autre semaine un mail sans les majuscules. Et on peut comparer et regarder et voir, suivant votre business, si ça a une influence positive ou négative. Vous pouvez ajouter des symboles, des émoticônes dans l'objet du mail. On en voit de plus en plus. Ça, c'est... C'est pas familier ça. Tout dépend du Ça sujet. dépend du Ça existe, ça dépend de tout. Ça dépend du sujet, ça dépend où est-ce que vous en avez amené. Dans les newsletters, ça marche extrêmement bien. Si c'est un premier contact, C'est différent du mail déjà. C'est généraliste une newsletter. dans pas mal le principe que j'ai donné ici, c'est la même chose. Le but, c'est que le mail soit cliqué, ouvert et lu. Effectivement, on ne va pas remettre les 4 parties exactement comme ça dans notre newsletter et autres. Oui, tu peux le différencier. Quand tu reviens d'un salon et que tu as vu une personne, tu ne vas pas effectivement... On s'en fout. Non, parce que Stéphanie, avant, c'est. Quand tu vas sur un salon, que tu vois une personne, tu ne vas pas lui envoyer un email avec un petit émoticône avec un cœur. Hé, on s'est vu au salon.
Dans ce cas-là, ouais, c'est compliqué. Par contre, ça marche bien dans les newsletters, dans des mails plus généralistes. Ouais. Et en fait, pour pouvoir aussi changer ce qui va être affiché en partie dans l'émetteur du mail, et ce qui va aussi vous aider derrière, ça serait de créer votre compte Google My Business, de lier à votre nom de domaine professionnel pour que Google fasse bien la relation entre vous et votre domaine professionnel. Et ça, remplissez toutes les informations qui sont là-dedans parce que du coup, après, on va pouvoir vous retrouver plus facilement pour mieux comprendre qui envoie le mail. Le but, aujourd'hui, quand on commence l'emailing, c'est de faire en sorte que la personne nous réponde. Et il vaut mieux prendre un tableau de bord, on prend un tableau Excel à côté. On écrit le nombre d'emails qu'on a envoyés, pas forcément à qui, c'est dire, voilà, cette semaine, j'ai un objectif, c'est d'envoyer 50 emails par semaine. On envoie ces 50 emails dans la semaine, en respectant bien toutes les consignes. Et on va noter le nombre de personnes qui ont répondu à notre email. Et on va calculer le taux de réponse. Et c'est ce taux-là qui va nous intéresser, qui va nous permettre, dans un premier temps, d'être plus performant dans l'emailing. Et c'est ensuite qu'on va rentrer dans le tracking, parce que si là, je commence à expliquer, je pense que j'étais perdu et ça ne t'apprendra pas forcément quelque chose d'utile maintenant. Par contre, si tu m'envoies un email, je peux quand même t'indiquer tout pour que pour plus tard, tu puisses avoir ces informations. Avec Mailchimp, tu peux le faire. C'est-à-dire tu crées un compte sur Mailchimp, tu importes tes adresses email sur Mailchimp et tu envoies tes mails depuis Mailchimp. Mailchimp va automatiquement, et là on n'a pas rentré dans l'histoire du tracking, va automatiquement te dire combien de personnes ont ouvert le mail et combien l'ont cliqué. Hotjar, c'est juste incroyable, Hotjar. C'est à mettre sur votre site internet si jamais vous avez un site. Si jamais vous n'avez pas de site, ça ne vous concerne pas. Mais ça permet d'avoir des replays vidéo de ce que font les visiteurs sur votre site. C'est-à-dire vous avez un site, il y a des gens qui passent sur le site, et puis vous avez un gros bouton au milieu de votre site et vous vous rendez compte que personne n'appuie sur votre gros bouton. Mais en fait, vous pouvez faire des replays vidéo pour regarder le mouvement de la souris des gens, les clics, où est-ce qu'il est allé, quel champ il a rempli. Et on a vraiment une donnée qualitative, alors qu'avec du Google Analytics, on a des données quantitatives. Donc les données quantitatives vont bien pouvoir nous permettre de nous montrer qu'il y a un problème sur notre page. Oui, 100% des personnes qui arrivent sur notre page repartent sans faire une action. Ok, on sait qu'il y a un problème sur notre page. Maintenant, on va chercher la donnée qualitative. Hotjar, on regarde. Ah ben oui, en fait, personne ne voit qu'il y a notre bouton parce qu'il est en bleu sur bleu. Ok, je vais changer la couleur de mon bouton pour essayer de le mettre plus visible. Canva, c'est pour faire des images très très facilement sur Internet, que ce soit des bannières web, pour vos publications Facebook, pour mettre un nouvel encart sur votre page LinkedIn. Vous allez sur Canva, vous créez un compte, c'est gratuit et ils ont pas mal de templates prédéfinis. Vous n'avez plus qu'à changer les noms. Évitez de trop changer ce qu'ils proposent parce que sinon après ça tout de suite on devient, ça sort du côté professionnel qu'ils mettent vraiment en avant. Je l'utilise tous les jours. C'est vraiment juste génial. C'est gratuit. Après, c'est pour rentrer plus dans le détail. Trello, j'adore parce que c'est un système pour s'organiser. Donc, j'utilise. En fait, c'est des tableaux c'est des colonnes. Dans des colonnes, il y a ce qu'ils appellent des cartes. Et après, on peut déplacer une carte d'une colonne à une autre. Parce que là, tout va bien. Exactement. Sous forme de post-it. Donc j'ai les tâches de ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que j'ai à faire aujourd'hui, ce que je dois faire demain. Et en fait, je déplace mes tâches. Bah, tiens, ça cette semaine, aujourd'hui, j'ai fait ça. C'est hyper pratique pour s'organiser. Ouais, c'est un truc de gestion de tâches. En fait. C'est ça. Drift et Intercom, ce sont des... C'est gratuit, c'est ça ? C'est gratuit, ouais. C'est des logiciels qu'il faut télécharger. Non, c'est en ligne. C'est en mode ça. C'est pas à télécharger. Mailchimp, tout est en ligne. Trello, tout est en ligne. Canva, tout est en ligne. Hotjar, après, il faut installer un bout de code sur son site. Drift Intercom aussi, et IP et Google Analytics aussi. Ce Drift Intercom, c'est du live chat, mais le gros avantage de Drift, c'est qu'en fait, Drift va s'ouvrir tout seul quand le visiteur va arriver sur votre site et va lui dire, bah, tiens, aujourd'hui, comment est-ce que je peux vous aider? Donc la personne va poser sa question.
Et à ce moment-là, Drive va lui dire, ah bah tiens, en ce moment, il n'y a aucun agent de disponible, mais donnez-nous votre adresse email et on pourra vous répondre dans les X heures. Et ce qui fait qu'on ne loupe plus des personnes qui passent sur son site et qui repartent, puisqu'on va collecter son adresse email, et on a encore une email en plus, pour pouvoir après faire du mailing. Et après, Google Analytics et IP Analytics, c'est pour avoir des données quantitatives sur son site, voir par où sont passés les visiteurs. Ouais. Tu devais essayer de nous montrer le copier-coller sur Gmail. Ouais. En fait, quand on écrit des mails et qu'on fait du copier-coller ici, donc là, j'ai un petit peu d'italique, j'ai un peu de gras, et je veux l'envoyer, hop, j'envoie mon email, et puis ensuite, je vais en envoyer un autre. En fait, je vais créer un nouveau message, paf, qui va arriver à côté. Celui-là. En fait, comme il n'y a pas Internet, ça galère un peu. Je colle, et en fait, ici, mon texte, on ne le voit pas, mais il est un poil plus petit que la taille normale, parce que Google sait que c'est du copier-coller. Et donc, si là, je l'envoie, la personne qui va recevoir le mail va juste avoir 3 petits points en haut de son mail. Un peu comme ça. Ah, exactement. Pour éviter ça, il faut reprendre son mail. Il faut aller cliquer ici sur « Supprimer la mise en forme ». Ça va nous remettre le texte en normal. Bon, il faut remettre sa mise en forme. J'avais du gras. Là, j'avais de l'italique. Mais là, on s'assure que le mail ne va pas arriver avec 3 petits points. Il va bien arriver avec l'intégralité de son mail.